Je vais vous épargner d'un cours magistral sur le paysage, sur ces différentes valeurs, et plutôt vous parler de quelques notions clés dans l'approche des paysages par la transition énergétique. Et j'aimerais commencer par un point qui est trop souvent mis de côté, c'est que le fait que le paysage est une notion évolutive. Et pour ça, je vais vous donner un exemple qui est assez personnel, qui est l'exemple de la presqu'île du Cap Ferret, qui est donc voilà, c'est ce territoire qui est en Gironde, à côté de Bordeaux. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Quand mon arrière-grand-père, qui était garagiste, s'était installé, c'était à l'époque juste un petit village de pêcheurs assez sauvage. Il y avait simplement des dunes, des forêts de pins, des parcs à huîtres, des cabanes de pêcheurs. Et puis, dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a eu une urbanisation qui a été très rapide, jusqu'à une saturation des terrains existants. Donc, je vais vous présenter un petit peu au fil du temps en arrière-plan les quelques cartes postales de l'époque. Donc, on voit à partir des années 50-60 une urbanisation qui commence à devenir de plus en plus importante dans ce territoire-là. Et puis, aujourd'hui, on a une île qui fait face à un très fort afflux de visiteurs pendant l'été, au point que les terrains sont complètement saturés aujourd'hui, et en plus de ça, une très forte érosion. Pardon. Une très forte érosion, où on voit notamment la pointe de l'île que vous voyez ici en 1950 et aujourd'hui, qui a complètement régressé, qui a perdu plusieurs dizaines de mètres en quelques temps. Et donc, un paysage qui s'est complètement transformé au fil des années, où l'urbanisation a remplacé les forêts, les jet skis ont remplacé les parcs à huîtres, l'érosion a fait disparaître des kilomètres entiers de plages et les blocos de la Seconde Guerre mondiale qui étaient présents. Donc voilà, on le voit particulièrement sur ces images-là, où vous pouvez voir à l'époque simplement des chemins de terre et des forêts, et puis aujourd'hui des piscines et des maisons. Et globalement, le paysage littoral qui s'est complètement transformé. Et comme un symbole, de l'autre côté du bassin d'Arcachon, l'an dernier, ont été autorisés 8 nouveaux puits de pétrole, au mépris total de nos engagements climatiques. Parce que le Cap Ferret, c'est vraiment un symbole de la transformation des paysages par le pétrole durant le XXe siècle, avec toutes les conséquences néfastes que ça peut avoir. On y accède uniquement en voiture, on défriche et on artificialise les terres à vitesse grand V pour y construire des résidences secondaires qui sont des aberrations autant écologiques que sociales. Et désormais, on a une montée des eaux qui va réduire tout ça à néant en moins de temps que l'homme a mis pour façonner cette terre à son image. Et là, typiquement, on parle souvent régulièrement des paysages de l'après-pétrole, c'est parce que là, on a un exemple criant des paysages du pétrole, des paysages qui sont façonnés par l'opulence énergétique, avec les autoroutes, les zones commerciales hideuses, adaptées à un mode de vie qui n'est pas soutenable ni souhaitable. C'est des paysages, les paysages du pétrole, où l'énergie est omniprésente et à la fois invisible. Invisible puisque la production est totalement délocalisée à l'étranger, et omniprésente parce que les usages sont tellement ancrés dans notre quotidien qu'on ne les voit même plus. Donc la transition énergétique, et plus largement la transition écologique, ça doit être la priorité absolue si on veut conserver un monde vivable. Et l'ampleur de la transformation que ça va entraîner est souvent sous-estimée, donc je vais vous rappeler quelques ordres de grandeur. Aujourd'hui, 2/3 de notre consommation d'énergie en France provient d'énergie fossile. Pétrole pour se déplacer, le gaz pour chauffer, etc. etc. On voit à peu près un quart de notre mix énergétique aujourd'hui de l'électricité. Électricité qui est aujourd'hui assez peu carbonée puisqu'on a moins de 8% d'énergie fossile. L'éolien et le photovoltaïque couvrent déjà 15% de notre consommation et c'est en hausse constante, temporairement sur des petites échelles de temps, en particulier en hiver, on couvre beaucoup plus que ça. De manière générale, les énergies renouvelables permettent d'éviter l'émission de 22 millions de tonnes de CO2 chaque année. Donc si on arrêtait les énergies renouvelables, ce serait ça de plus qu'on émettrait du jour au lendemain, quasiment. Et puis pour atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire émettre autant de CO2 qu'on est capable d'en absorber, on doit, en plus d'importants efforts de sobriété, donc réduction de la consommation, électrifier massivement nos usages, parce qu'aujourd'hui, seule l'électricité peut être décarbonée dans des proportions suffisantes à l'échelle d'une nation. Le bois énergie, la géothermie, etc., ce sera nécessaire, mais ce n'est pas dans des proportions qui sont comparables. Donc d'ici 2050, on doit réduire de 40% notre consommation d'énergie
mais augmenter une production d'électricité de 55% par rapport à aujourd'hui. Et d'après les différents scénarios prospectifs, je pense en particulier à ceux de RTE et à ceux de l'ADEME, en intégrant une forte sobriété, donc c'est pas ou énergie renouvelable ou sobriété, c'est avec une forte sobriété. Aujourd'hui, par rapport aux capacités actuelles, il faudrait installer x2 à x3 d'éoliens terrestres d'ici 2050, x15 à x40 d'éoliens en mer sur la même période, parce qu'on a un retard qui est très important, et x3 à x10 sur le photovoltaïque, dont à peu près un tiers seulement sera fait sur toiture. Le reste, ça sera fait au sol. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de nouveaux réacteurs nucléaires avant au mieux 2035. Et au vu de l'arrêt progressif des centrales historiques en raison de leur âge et des retards pris sur les chantiers des nouvelles centrales, il nous faut aussi prévoir des capacités renouvelables supplémentaires. Donc la transformation qui s'annonce, elle est massive. Vous voyez en termes d'ordre de grandeur. Alors, ce ne sera pas un doublement en termes de nombre de mâts ou ce genre de choses. Ce sera un doublement en termes de puissance. Ce qu'on a installé comme éolien au début des années 2000, aujourd'hui, on est sur des mâts qui sont beaucoup plus puissants et donc moins nombreux. Mais ça implique quand même des transformations en termes de mode de production et en termes de paysage qui vont être extrêmement importantes. Or, on le voit, et parfois vous en êtes acteurs, et nous aussi, il y a régulièrement des blocages sur la concrétisation des projets qui permettent de réaliser cette transformation énergétique pour des raisons fondées sur les paysages. On a toute une frange, déjà, pour commencer, une frange extrémiste et réactionnaire du spectre politique français qui instrumentalise les paysages pour préserver cette société de l'énergie fossile. Déjà parce qu'ils ont des intérêts économiques, avec la Russie notamment, mais pas que. Parce que pour eux, c'est la valeur identitaire du paysage qui prédomine. C'est avec une vision complètement fixiste et immuable des paysages, se greffent sur des mobilisations locales contre les projets d'énergie renouvelable, parce que ça rentre dans leur récit politique de la préservation d'un paysage ancestral, qui est en réalité une image d'Épinal qui n'a jamais véritablement existé, qui est l'élément central pour rendre à la France, selon eux, sa grandeur d'antan, qui est le fantasme éternel des conservateurs qu'ils sont. Et ces paysages du pétrole, l'urbanisation massive, le tout voiture, le rejet des énergies renouvelables, c'est leur idéal. Mais ce serait fou de réduire l'opposition à ça. Les spécialistes d'aménagement du territoire sont longuement penchés sur le sujet et ont identifié qui sont mutuellement non exclusives. Il y a eu, et il faut le dire et on le reconnaît, parfois des erreurs dans la réalisation de certains projets. Il peut y avoir eu des concertations insuffisamment précoces qui mènent à la découverte tardive des projets par les habitants et donc une moins bonne appropriation. Mais les développeurs ENR font évoluer leurs pratiques au fil des années, de gré ou de force, mais ils les font évoluer. Mais il restera aussi toujours la limite du manque d'implication d'une majorité d'habitants dans la vie des communes. Prenez un exemple parmi vous qui se rend régulièrement à des enquêtes publiques, qui suit régulièrement ce genre de choses. Parce que voilà, la concertation, ça passe aussi par l'implication des habitants dans la vie de sa commune. Et par ailleurs, pour certains habitants des territoires ruraux, le fait de se voir imposer des éoliennes, c'est comme un sentiment de dépossession supplémentaire dans les territoires où aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de services publics. On a parfois les éoliennes qui catalysent la défiance de certains habitants vis-à-vis de la puissance publique, comme une écologie punitive qui leur serait imposée d'en haut et qui marginalise les campagnes. On le voit en particulier parce que pour l'éolien, on a une concentration on a la moitié de la puissance installée qui se retrouve dans deux régions, les Hauts-de-France et le Grand Est, pour de multiples raisons. Pour le fait qu'on a tout un tas de contraintes qui empêchent de développer de l'éolien sur une grande partie du territoire, pour des contraintes de vent, voilà, il y a beaucoup de contraintes qui amènent à ça. Et pour le solaire, c'est un petit peu le phénomène inverse, où on a le photovoltaïque principalement dans les régions du sud. On a également un enjeu de friction entre certains habitants en raison, consciemment ou non, de la valeur qu'ils donnent au paysage. Les espaces ruraux sont associés soit à des représentations positives, comme une prédominance d'agriculture et des espaces dits naturels, à un patrimoine paysager à préserver un mode de vie différent de celui des villes, plus lent et plus apaisé. Mais c'est également associé à des représentations plus négatives, comme un certain isolement, un manque de modernité, un déclin avec le vieillissement et l'exode des populations. Et la ruralité dans l'imaginaire collectif déconnecté du monde industriel et urbain se retrouve soudain terre d'accueil des éoliennes ou des panneaux solaires qui sont des ouvrages industriels à la fois exceptionnels par leur dimension et communes de plus en plus par leur nombre.
Cependant, il faut quand même relativiser cette opposition aux ENR. Dans un dernier sondage qui était paru là, au début du mois dernier, 8 étaient encore favorables au développement des énergies renouvelables, ce qui est une proportion stable depuis plusieurs années, malgré les campagnes de fake news et de dénigrement. Et surtout, c'est un pourcentage qui est identique, qu'on se situe à proximité de parcs et ENR ou non. Donc on pourrait croire que, au premier abord, les habitants des territoires où on trouve des énergies renouvelables se sentent complètement écrasés au niveau de leur quotidien, au niveau de leur paysage par les énergies renouvelables. Tout à fait. Parce que bien pensés et donc bien acceptés, les projets d'énergie renouvelable s'intègrent parfaitement dans les paysages et intègrent les imaginaires collectifs. Ils offrent une image de modernité et peuvent même devenir un nouveau marqueur identitaire revendiqué, comme on peut le voir avec les territoires à énergie positive, ou avec certains élus, comme Monsieur Pallas, qu'on verra, je pense, après, sont fiers après d'avoir des énergies renouvelables chez eux. La valeur économique du paysage se retrouve du coup enrichie par cette nouvelle activité. Et donc ces infrastructures, elles peuvent à la fois être vues négativement comme une colonisation économique du territoire avec des campagnes qui deviennent des zones industrielles de production d'énergie pour les métropoles, ou à l'inverse comme un lien supplémentaire de désenclavement des campagnes. Ce lien entre les campagnes et les villes est historique, on le voit sur plein d'autres sujets. Et du coup, si la ruralité évolue, malheureusement les représentations qui lui sont associées restent. Les discours relatifs au paysage tournent autour de postures le plus souvent défensives, avec ce qui serait à protéger du changement. Or, le paysage, il est par essence en perpétuelle évolution, et sans renier ce qu'il a été, il est essentiel que les représentations prennent en compte ce qu'il est devenu et les infinies possibilités qu'il pourrait être. L'implantation d'énergies renouvelables est ainsi la recherche d'un équilibre entre des politiques qui semblent au premier abord contradictoires. Transformer drastiquement les territoires en majorité ruraux tout en préservant les multiples valeurs des paysages qui les composent. Et le souhait d'accélération du développement de ces projets, qui a été encore une fois voté l'année dernière, risque d'accroître ces crispations. Et ne nous y méprenons pas, les ennemis de la transition écologique sont les ennemis de la préservation des paysages. Ce qui menace nos paysages, c'est ni les éoliennes ni les panneaux solaires, c'est l'augmentation de température de plus 4 degrés d'ici à la fin du siècle vers laquelle on fonce à toute allure. Ce sont les incendies dévastateurs comme ceux qu'ont connu la Gironde en 2022 et qui ont menacé jusqu'au Cap Ferré que je vous ai montré tout à l'heure. C'est la fonte des glaces qui entraînera la disparition de la moitié des glaciers alpins d'ici 25 ans. Ce sont les sécheresses qui jaunissent les campagnes et assèchent les cours d'eau. C'est la montée des eaux et l'érosion de nos côtes. C'est la disparition des espèces animales et végétales qui créent notre environnement et donc nos paysages. Et tout ça, c'est un aller sans retour. Quand c'est disparu, ça n'existe plus. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. C'est véritablement un aller sans retour. Et c'est pour ça que toute notre énergie, toute votre énergie devrait se concentrer là-dedans. Euh, on a aujourd'hui toute une part politique qui s'approprie la question des paysages, qui s'approprie au final votre travail, qui s'approprie et qui le déforme, des idées qui sont mauvaises. Par une mobilisation générale pour que vous puissiez vous réapproprier ce travail qu'on vous vole, qu'on déforme. Alors oui, évidemment, il reste une marge de progression pour pouvoir faire l'intégration des énergies renouvelables dans les paysages, certains. On y travaille tous les jours et les développeurs qui sont présents aujourd'hui, je pense, le représentent. Mais si on continue à refuser les énergies renouvelables pour des motifs paysagers qui sont parfois justifiés, parfois non, et donc préserver les paysages de pétrole qu'on a actuellement, alors demain c'est aussi simple que ça, quand on appuiera sur l'interrupteur, il y aura plus de lumière. C'est simplement le blackout qui nous attend. La transition énergétique, c'est aussi une transition paysagère. La production d'énergie redevient visible et réinvestit les campagnes. L'enjeu est alors de la rendre compatible avec les différentes représentations de la campagne, non plus seulement en termes d'impact visuel, mais aussi par la création de nouveaux paysages vers lesquels elle a pleinement sa place. Et c'est en ça que la chaire paysage et énergie a tout son rôle à jouer. Et doit laisser aussi au passé la représentation du rural champêtre isolé, qui n'est désormais plus guère pertinente. Et je terminerai avec des mots de Jean-Pierre Thibault qui disait: s'enfermer dans la nostalgie, c'est proclamer son impuissance à relever des défis décisifs pour l'avenir de l'humanité. Et selon moi, les défis climatiques qui s'annoncent méritent bien quelques compromis. Merci.
Bonjour. Ouais, ça fonctionne. Euh, donc, Clément Morla, moi je suis coordinateur scientifique de la chaire comptabilité écologique et président du Cercle des comptables environnementaux et sociaux. Euh, et donc je vais venir lever le mystère du pourquoi parler de comptabilité aujourd'hui. Euh, mais déjà par rapport à tout ce qu'a dit Robin à l'instant, je viendrai sur les questions, parce qu'on est sur une table ronde énergie commun, je viendrai sur ces questions-là après dans notre dialogue. D'abord, l'idée est de reposer quelques éléments par rapport aux questions de valeur et par rapport aux questions de transition écologique et faire le lien avec la notion de paysage. Mais déjà, on a parlé de questions de blocage. Euh, il y a quelque chose qui est important pour éviter les blocages, c'est le dialogue. Et une bonne façon de poser un dialogue, c'est d'avoir des bons diagnostics sur les différentes valeurs notamment, et de tomber d'accord sur les moyens qu'on peut mettre en place pour la transition écologique, pour préserver les paysages, etc. Donc déjà, la comptabilité, euh, c'est avant tout, et depuis la Mésopotamie, c'est pas un système de calcul. C'est un cadre conceptuel d'abord. Et c'est d'abord le moyen d'articuler les activités humaines organisées. Et il y a 4 fonctions historiques de la comptabilité. D'habitude, enfin, désormais, parce qu'on est dans un système de normes financières, etc., on regarde que la comptabilité financière, et donc toutes les autres fonctions sont un petit peu bloquées. On regarde que le compté aujourd'hui. Mais les fonctions historiques, c'est d'abord prendre en compte. Prendre en compte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est cosmologique, c'est quelle représentation du monde on considère. Et actuellement, bah, la comptabilité va regarder uniquement la dimension financière, mais si on regarde la comptabilité d'entreprise, on pourrait avoir d'autres choses à prendre en compte, et c'est bien le propos de la transition écologique, c'est de prendre en compte des aspects humains, des aspects environnementaux. Ensuite, la deuxième fonction de la comptabilité, c'est être comptable. Accountable, c'est responsable en anglais. Donc, quand le comptable financier, il est responsable des capitaux financiers qu'il doit préserver pour rendre les capitaux apportés par la banque, par l'actionnaire, etc. Le comptable écologique et social, il est responsable d'autres choses qui sont apportées à l'entreprise. La nature, l'écosystème s'apporte à l'entreprise. L'entreprise le dégrade et il faudrait que l'entreprise puisse le restituer, le préserver. Comme on préserve un capital financier, il faudrait préserver des choses capitales de l'environnement. Il faut préserver aussi les humains au travail qui s'apportent à l'entreprise. Donc il y a dans l'idée d'un possible élargissement de la comptabilité aux questions environnementales et sociales, la question de dire on ne va pas préserver uniquement les choses capitales financières, mais aussi ce qui relève du milieu environnemental et social. Et après, ça va générer d'autres façons de compter, parce que le but de la comptabilité écologique, c'est une comptabilité qui vise à la préservation. Donc là, on va compter pas seulement pour regarder ben voilà, la marge de l'entreprise, etc., mais on va compter pour savoir quels sont les moyens qu'on est capable d'allouer à une transition écologique. Et ça ne peut être fait que parce qu'on a été comptable au prime abord de notre responsabilité sur le milieu, sur le paysage éventuellement, et parce qu'on a pris en compte tout un tas de valeurs sur lesquelles une entreprise a des influences. Ensuite, la question de la comptabilité, c'est pas seulement faire un calcul, c'est pouvoir structurer des informations pour pouvoir communiquer avec d'autres acteurs. Donc c'est le rendre compte qui est une fonction majeure. Donc nous, on développe plusieurs comptabilités à la chaire comptabilité écologique. Il y a notamment la comptabilité CARE, Comprehensive Accounting in Respect of Ecology. Comprehensive, c'est pour dire intégré, c'est une comptabilité qui rassemble des informations
financières et extra-financières. Et le principe, parce que encore une fois, la comptabilité, ça vient outiller un mode de pensée. C'est pas juste un système neutre. C'est quelque chose qui vient outiller une représentation du monde, une façon d'organiser les informations pour transformer les activités humaines. Donc là, le principe de cette comptabilité écologique, c'est de considérer que la nature n'a pas de prix, de la même façon que je crois que ce matin, les débats ont mené à tomber d'accord sur le fait que le paysage n'a pas de prix ou de valeur marchande, mais que la composante économique pouvait faire partie des débats autour du paysage, mais qu'aborder le paysage par l'économie, par la valeur économique, était vraiment court-circuiter les réflexions. Donc la nature n'a pas de prix, mais les actions qui sont menées pour préserver la nature ont un coût. Et il faut bien mesurer les choses pour réussir à mettre en place ces actions, à tomber d'accord sur les moyens à allouer. Et donc cette comptabilité CARE, en fait, c'est un couplage entre une comptabilité biophysique. On va regarder ce que le cycle d'exploitation de l'entreprise va dégrader de son milieu. Et on va suivre très précisément ces bons états écologiques. On va décider ensemble, c'est-à-dire l'entreprise et les acteurs de son territoire, quelles actions sont à mettre en œuvre pour préserver l'environnement de l'entreprise, environnement naturel et humain. Et après ça, on va décider de ces actions et on va regarder leurs coûts. Et ça, c'est des coûts qu'on va enregistrer au passif. Donc une dette d'entreprise vis-à-vis de son territoire. Et ensuite, la question, c'est de dire, une fois que l'entreprise a fait son modèle d'affaires, a généré une marge, et ben cet argent ne va pas servir uniquement à rembourser le capital financier, mais va en même temps, et sans substitution possible, servir à des actions, justement à financer ces actions sociales et environnementales. Et seulement après, on pourra penser à une nouvelle forme de profit, une nouvelle forme de remboursement du capital financier. Donc c'est ça cette logique d'intégration, c'est qu'on regarde plusieurs critères et on a la comptabilité plutôt comme un système d'information et de réflexion, de problématisation du rapport entre la posture de l'entreprise dans sa création de valeur financière, son lien au marché, etc., et la posture de l'entreprise dans son milieu, c'est-à-dire son milieu local, dans une localité d'action. Et ça permet de donner un cadre notamment à la question de la généricité de la technique, un procédé industriel pour faire des ENR, etc., qui est pensé de façon générique, et son inscription locale. C'est-à-dire qu'il y a la façon de mettre en place tel ou tel type d'éolienne, etc., et puis la façon, localement, de regarder comment un biotope particulier, une culture, un patrimoine paysager particulier peut être impacté, et la redevabilité d'une entreprise qui met en place une même technique à deux endroits donnés ne va pas être confrontée aux mêmes préoccupations locales, aux mêmes diagnostics scientifiques des écosystèmes, etc., etc. Donc les actions de préservation à mettre en œuvre par cette entreprise ne vont pas être les mêmes, et finalement ces comptes, conçus comme un élément de conception, de problématisation, de négociation éventuellement, ne vont pas être les mêmes. Donc on a vraiment, avec cette démarche comptable, parce que c'est vraiment une démarche comptable, la comptabilité, ça ne devrait pas et ça ne doit pas être une moulinette sur laquelle on appuie. Enfin, c'est pas un système, on n'appuie pas avec un bouton pour définir la valeur, c'est vraiment un cadre dialogue qui permet de définir des actions et ensuite de consentir à investir dans ces actions. Voilà, et on travaille aussi à la chaire comptabilité écologique à une comptabilité, cette fois-ci collective, au niveau d'un milieu de vie. Et là, l'idée, c'est pas de dire on part du modèle du cycle d'exploitation de l'entreprise, d'une entreprise, pour regarder ses impacts. L'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour amener plusieurs entreprises d'un territoire à faire moins d'impact ensemble. Donc c'est une comptabilité un peu de cogestion écologique. Et là, l'idée, c'est de partir directement des réalités de l'écosystème, de faire un diagnostic de l'écosystème, d'avoir ensuite des comptes publics de l'état de l'écosystème et d'avoir des comptes des efforts de chacun des acteurs, une entreprise, une collectivité, une association, etc., qui chacun mène des actions de préservation à leur échelle, et de voir qu'est-ce que ça donne au niveau du collectif, et voir ensuite quelles sont
les intérêts et les coûts que ça amène pour chacun, et ce que chacun a y gagner, ce que chacun y perdre. Mais le but est encore une fois pas seulement de calculer, le but est de donner un cadre de problématisation, un cadre de dialogue, un cadre de négociation permettant de penser une transformation écologique entre plusieurs acteurs. Parce que quand il y a une rivière, il y a plusieurs personnes qui attaquent la rivière, etc. Bon, voilà, donc c'est finalement une façon de penser le monde commun et d'articuler des contributions écologiques. Alors, pourquoi parler de ces deux types de comptabilité écologique? Déjà, c'est la comptabilité CARE, dont je parlais au début, c'est la préservation depuis le niveau de l'organisation. Une entreprise, quand elle préserve son environnement, par exemple, une entreprise agricole va pouvoir planter des haies. Donc ça a un impact sur le paysage. Il y a des actions de préservation qui sont des préservations des sols, des eaux, l'entretien des mares, etc. C'est le point de vue de l'organisation. Donc l'entreprise va pouvoir décider et chiffrer des actions de préservation qui ont un impact sur le paysage et les budgéter dans sa comptabilité à son niveau. Et encore une fois, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire, il y a le point de vue de l'entreprise qui a une démarche de préservation écologique, mais de se dire localement, cette action de préservation écologique, quelles préoccupations liées au paysage on peut lui attacher. Donc voilà, c'est une première piste de réflexion, mais depuis la lorgnette de l'entreprise. Et après, la deuxième comptabilité dont je parlais, qui encore une fois est un cadre de dialogue, cette comptabilité écosystème centrée, une fois qu'on a une base de discussion sur les bons états écologiques d'un territoire, qu'on voit les contributions de chacun des acteurs à cette cogestion écologique, on peut se dire, voilà, c'est bien, on a prévu ce projet de développement ENR ou ce projet de ligne de ferroviaire ou d'autoroute, etc. Quels sont les impacts si ça se fait dans le scénario A? Vous y gagnez temps, vous allez perdre temps si ça ne se passe pas bien, mais on peut avoir un discours, un dialogue entre les autres acteurs pour dire, voilà, finalement, quel type d'autres scénarios, quelles actions de préservation pourraient être mises en place par d'autres acteurs, comment est-ce qu'on fait pour faire coïncider une démarche de mise en œuvre d'un scénario économique territorial avec une politique de préservation des eaux, etc. etc. Et là, on a finalement la croisée possible entre le point de vue de l'entreprise qui, de son côté, a une logique de préservation, et un paysage qui est celui représenté par le collectif. C'est-à-dire, on peut penser finalement à travers une grille de préservation écologique, et quand je dis écologique, c'est relations entre humains et non humains, on peut avoir cette grille de discussion collective, une grille d'action collective, de négociation, voilà, de gouvernance d'un commun écologique, et se dire sur cette grille-là, si on a cette action de préservation écologique, qu'est-ce que ça donne en termes de paysage? Et sachant que les actions de préservation écologique ont toujours ou souvent, une incidence, une lecture, alors qui est une lecture connexe, mais qui est une lecture assez directe quand même, au niveau du paysage. Et on fait le lien avec cette comptabilité aussi avec les coûts, du coup, des actions et des transformations économiques et du territoire. Et là, ça fait une passerelle avec l'approche économique. Donc finalement, ça permet de relier la question du paysage comme un enjeu transversal entre d'un côté la préservation écologique et de l'autre côté le développement économique, et de le relier à différentes perspectives, différents acteurs qui viennent se regrouper pour délibérer, pour construire ensemble des scénarios de transition écologique. Donc voilà. Merci beaucoup à vous deux. Alors, effectivement, première question que j'ai envie de vous poser l'un à l'autre. Est-ce que vous avez déjà une question
à poser l'un à l'autre? Robin, aurez-vous une question à poser à Clément ou Clément à Robin? Moi, pas. Non. Ah, il faut le... appuyer un peu longuement. Moi, pas. Donc, je veux bien laisser ma question au public, comme ça. D'accord. Et Clément? Moi, j'avais une question par rapport à la question des blocages et des postures défensives et comment faire pour justement, parce que je crois que j'ai l'impression que tout le monde est assez convaincu du principe de la nécessité des ENR et on va dire de la problématique que ça pose par rapport à la question du paysage, mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas l'aborder? Enfin, c'est un peu une fausse question parce que j'ai des réflexions par rapport à ça, mais comment est-ce qu'on peut ne pas le prendre de façon frontale? Bon, je pense qu'on aura un exemple concret juste après qui pourra aussi répondre à la question pour le coup. Euh, la clé pour les projets qui se passent bien, elle est pas tant en regardant le paysage seul de son côté, c'est vraiment une démarche globale où les élus, les habitants sont inclus dans le projet dès le départ et sont amenés à réfléchir sur le projet, sont amenés à se l'approprier dès le début. C'est là où on voit que les projets qui se passent le mieux au final. C'est la partie, c'est pour ça qu'il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits sur la partie concertation, sur la partie partage de la valeur, sur la partie mesure d'accompagnement par les développeurs de projets ENR. C'est parce que c'est ça qui fonctionne. Les gens sont d'autant plus prêts à accepter des modifications dans leur paysage quand ils y sont associés de façon assez précoce. Et d'un point de vue plus technique, il y a des progrès également qui ont été faits en termes de modélisation, en termes de photomontage, qui aident aussi à imaginer ce que sera ce paysage après le projet. Et donc voilà, c'est autant d'outils qui sont mis en place aujourd'hui et qui vont au-delà du paysage en tant que tel, hein. Vraiment, les réflexions en termes de mesures d'accompagnement. Mesures d'accompagnement, c'est vraiment ce que met en place le développeur, ce que finance le développeur. Euh, Parfois dans des actions qui sont assez diverses et assez différentes du projet ENR. Ça peut être... alors, je n'ai pas travaillé longtemps chez un développeur, donc mes exemples sont un peu anciens. Mais je pense que les développeurs qui sont ici pourront même en donner d'autres. Mais je me rappelle voilà, de certains développeurs qui financent des mesures supplémentaires pour la biodiversité, qui financent l'achat de véhicules électriques pour la mairie, qui financent des rénovations de petites rues dans la commune ou ce genre de choses. Plein de petites choses qui aident au final parfois même à transformer, à améliorer la commune et le paysage qui l'accompagne, ou simplement comment dire, permettre d'inscrire le projet ENR dans quelque chose de plus large en termes d'amélioration de la vie de la commune. Oui, ça marche? Non, ça marche pas. Vous entendez là? Plus proche, encore plus proche. Mais là, je peux pas l'avaler quand même. Ben, je sais pas. Ça marche? Pas très bien. Il a l'air un peu fatigué peut-être. Ou c'est moi qui fatigue. Peut-être le son. Ah oui. Je sais pas comment parler. Ah, oui, comme ça. Comme ça. Encore plus comme ça. D'accord. Donc très perpendiculaire à la bouche. Ok. Oui, ce qui est intéressant ce matin, on a parlé du paysage. Est-ce que c'est une ressource? Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est un service? Évidemment, tout ça est assez éclairant. Ce qu'on défend à travers les actions, pas simplement de la chaire, mais plus globalement dans les écoles qui forment les concepteurs en paysage, c'est qu'au fond, c'est aussi une méthode. Et donc, le constat que Robin faisait tout à l'heure sur la captation, quelque part, de la préoccupation du paysage par des groupes qui sont plutôt devenus anti-systématiques, quelque part, et donc très difficile à raisonner et très compliqué, j'imagine, à gérer pour les développeurs, il vient aussi du fait qu'on a ignoré cette méthode sur tous les premiers temps d'élaboration et de développement des énergies renouvelables, puisqu'il y a 25 ans, on n'a pas mis en place de projets de paysage, de démarches de paysage,
pour mettre les gens dans une situation de rentrer dans la complexité du développement des énergies renouvelables, etc. Donc on paye quelque part un défaut de méthode, de paysage comme méthode, pas simplement comme ressources, produits, services, etc. Mais, ou alors c'est le service, peut-être, je ne sais pas, il faudrait peut-être regarder autour de ça, mais pas au sens écosystémique du terme, mais bien socio, enfin, opérationnel finalement. Voilà, donc je pense qu'il faut faire ce constat-là. Et donc, et à partir de là, les expériences qu'on a pu incubées, si j'ose dire, dans la chaire et qui maintenant sont portées par l'ADEME au niveau national, moi, je suis assez confiant sur le fait qu'elles peuvent vraiment aider les populations à participer, à s'impliquer et du coup, effectivement, à rentrer dans le jeu qu'évoque Robin pour leur avenir. Mais la dimension économique est importante parce que ça renvoie à la dimension de la capacité qu'on a évoquée ce matin, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a bien davantage de rejet, je pense, des projets lorsque la valeur économique, ou plutôt les gens, les habitants concernés directement par le projet, perçoivent que la valeur économique va peu au territoire et aux populations. Donc effectivement, tous les projets participatifs, coopératifs, etc., paraissent vraiment importants, ce qui montre d'ailleurs que le paysage n'est pas qu'une question de vue, parce qu'on ne perçoit pas un paysage avec des éoliennes de la même façon, selon que l'on est directement intéressé, y compris économiquement, bien reboucler avec le sujet du jour, que lorsque on n'en a aucun intérêt économique, et qu'on ne le voit pas différemment, on ne le perçoit pas différemment. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant, je crois, pour coupler cette question à la fois des énergies, du paysage et de l'économie, de bien avoir conscience de ça. Et c'est vrai que les projets coopératifs qui sont bien travaillés, très certainement favorisent la bonne appréciation et la bonne acceptation. Peut-être mieux que l'acceptation même, le désir aussi de changer de monde et de passer à un autre monde. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on peut essayer de tester, de regarder dans les territoires. Merci. Bertrand. François Ménard. Alors, moi, je n'ai pas de questions pour Clément Morla. J'ai trouvé l'exposé remarquable, mais il est un peu intimidant et pas facile à assimiler. Donc, j'aurai peut-être des questions, mais d'ici une semaine. En revanche, j'ai une question pour Robin Dixon. Vous avez évoqué, mais très rapidement, je trouve, la question des échelles et des métriques, des infrastructures d'énergie renouvelable que vous avez évoquées. Or, je me demande si ça n'intervient pas de façon majeure dans la conflictualité liée à ces installations-là. Il me semble que les énergies renouvelables, à l'origine, elles comportaient deux promesses. Une promesse d'une énergie qui serait non polluante et renouvelable, mais aussi une énergie qui serait à échelle humaine. Les premières projections imaginaires et les premières expériences sur le photovoltaïque, sur l'éolien, ça s'inscrit dans un registre domestique. C'est le rêve d'autonomie que Fanny Lopez a d'ailleurs pu développer à travers son ouvrage, et pas l'idée que ces infrastructures énergétiques renouvelables allaient prendre la figure des large technical systems, dénoncés par une anthropologie, une sociologie de la technique, de laquelle on pensait s'émanciper. Et donc je voulais savoir si, dans ce que vous avez pu étudier, la question de l'importance de la taille et des échelles et des métriques associées intervenait et conduisait peut-être à revoir le dimensionnement de certaines opérations. Alors, probablement que ça rentre en compte. D'une part parce qu'il est impossible de cacher ces choses-là. Donc forcément, voilà, de ce point de vue-là, il y a une décision pour certains qui est d'assumer cette taille-là et d'aller au bout. Après, l'autonomie énergétique, la façon que
avec laquelle certains auraient des panneaux solaires sur leur toit, une petite éolienne dans leur jardin et vivraient en autonomie, c'est plus de l'utopie qu'autre chose. Il y a des réalités physiques derrière qui font que ce n'est pas possible. Mais, et dans tous les cas, la France, à son échelle, a des projets qui sont aussi petits. Si on prend les autres pays européens, je parle uniquement par exemple des tailles d'éoliennes. La France, c'est le seul pays pour lequel certains fournisseurs d'éoliennes produisent encore des modèles parce qu'on a les modèles les plus petits d'Europe. On a des modèles qui sont à 120 mètres au bout de pale. La moyenne en Europe, elle est entre 150, 180, voire au-delà. Et c'est vraiment juste en France. Il y a quelques jours, j'étais à la DHUP, donc, que vous devez connaître. Et pareil, on nous a dit une nouvelle fois que ce qu'il faudrait en France, c'est des modèles qui ne dépassent pas 120 mètres bout de pale et ce genre de choses. Le problème, c'est que c'est très bien, mais il n'y a personne qui les produit aujourd'hui et plus personne ne les produira. Et c'est ce qui produit moins, donc on est obligé d'en mettre davantage aussi derrière. Et c'est pas forcément mieux d'un point de vue environnemental, d'un point de vue paysager. Il n'y a pas forcément la place non plus. Pareil pour les centrales photovoltaïques, on s'oriente majoritairement pour des questions de biodiversité, plutôt sur des petites centrales ou des centrales un petit peu sous forme d'îlots pour pouvoir laisser des îlots de biodiversité entre également. Donc à son échelle, à leur échelle, ça reste petit par rapport à ce qu'on peut trouver. Il n'y aura jamais en France des montagnes entièrement recouvertes de panneaux photovoltaïques comme on peut le voir en Chine ou des déserts entiers comme aux États-Unis ou avec des éoliennes partout. Les parcs éoliens en France restent majoritairement petits. On est en moyenne à 4-5 éoliennes, on est à des tailles d'éoliennes qui sont assez basses. Alors c'est sûr, ce n'est pas les éoliennes domestiques, c'est pas les panneaux solaires sur leur toit vont avoir leur importance, mais ne seront pas, comment dire, on ne fera pas la transition énergétique avec du solaire sur toiture, avec uniquement du solaire sur toiture. Simplement par ordre de grandeur, simplement pour des questions de réseau aussi, pour des questions de coût. Si vous avez toute votre production, c'est que du solaire sur toiture, et que vous avez une production électrique qui est au maximum à midi tous les jours et qui après retombe comme ça sert à rien. Donc on a besoin en complémentarité de l'éolien, du photovoltaïque, de l'hydraulique, etc., etc. Donc pour faire un parallèle avec l'autonomie alimentaire, on a certaines personnes qui essaient aussi d'avoir des potagers dans leur jardin, etc. Ils ne sont jamais réellement totalement en autonomie non plus. Donc peut-être que c'est une vision utopique qui est de l'énergie, des énergies renouvelables, qui était de chacun produira un petit peu son énergie de son côté. Ça aura sa part. L'autoconsommation, en particulier photovoltaïque, elle est en croissance forte. C'est une très bonne chose que justement les gens s'approprient les ENR, mais ça ne résoudra jamais complètement l'équation. Merci Robin. D'autres questions? Oui. Comment? Oui, bonjour. Il y a eu une recherche qui a été faite par le programme Paysage et Développement Durable de comparaison entre les éoliennes en France, en Allemagne et au Portugal. Et ce qui est apparu, c'est qu'en Allemagne, la négociation était beaucoup plus facile qu'en France, et au Portugal également. En France, la négociation était beaucoup plus difficile. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance de cette recherche. Négociation entre qui? Entre les habitants, les agriculteurs et les projets d'éolien. C'est une recherche qui avait été faite par Alain Nadaille et puis d'autres chercheurs. Alors, je n'ai pas celle-là spécifiquement en tête. Après, les contextes politiques aussi sont clairement différents. L'Allemagne et le Portugal ont des gouvernements qui poussent très fort pour les énergies renouvelables et derrière, ça ruisselle aussi en termes d'appropriation par les habitants. Alors, encore une fois, ce que je disais au début, il y a eu les façons de faire des projets ont évolué au fil du temps, continuent d'évoluer. Les liens avec les élus, avec les habitants sont de plus en plus forts chaque année parce que on le voit, les développeurs investissent davantage dans la concertation et ils sont aussi obligés et c'est bien aussi. Donc voilà, c'est quelque chose on fera pas dans les 20 années qui viennent si on continue à en faire, si on peut continuer à en faire. Dans les 20 années qui viennent, on ne fera pas d'énergie renouvelable comme on a fait les 20 dernières années. Ce sera fait différemment dans tous les cas. Et c'est aussi un facteur différenciant pour les sociétés qui font des ENR. Celles qui en font bien continueront à en faire. Celles qui ne sont pas exemplaires sur le terrain, dans un contexte qui est de plus en plus tendu, le paieront aussi. Oui, après moi j'aurais une question pour Clément. Donc je passe la parole derrière.
Oui, non, simplement Clément, vous nous avez tracé le cadre sur ces travaux sur la comptabilité écologique. Il me semble que ce serait intéressant d'avoir quelques éléments d'exemples en fait, parce qu'une fois qu'on a tracé le cadre et que l'on voit ce que ce cadre permet d'embrasser pour, comment dirais-je, engager finalement une transition chez un acteur, est-ce qu'on peut avoir quelques éléments un peu plus précis de mise en application pour voir au fond comment cette méthodologie, parce qu'on peut l'appeler aussi une méthodologie, permet d'engager la transition en fait. Ouais, alors ce que je n'ai pas précisé, c'est que dans la comptabilité CARE, on part du cycle d'exploitation d'entreprise, c'est-à-dire son modèle d'affaires, son mode de fonctionnement. Et après, il y a deux choses qu'on va regarder. D'abord, on va faire des actions d'évitement, c'est-à-dire évitement des impacts. On va réduire au maximum. Et ensuite, il y a ce qu'on ne peut pas réduire comme impact. Et dans ce cas-là, on va préserver directement. Pardon ? Là, justement, ce n'est pas des questions de compensation, parce que compenser ailleurs, ce n'est pas exactement préserver les choses qu'on impacte. Et c'est précisément en ça que la comptabilité CARE se différencie des choses. Mais donc, il y a par exemple un certain nombre d'actions d'évitement. Ce que je veux dire par là, c'est que si cette comptabilité socio-environnementale est mise en œuvre, si les acteurs sont amenés à être redevables de leurs impacts, un acteur... ça crée aussi une incitation forte pour le développement des ENR. Et ça crée un tissu de relations, j'ai parlé de comptabilité, responsabilité, redevabilité, ça crée une articulation entre les redevabilités de différents acteurs. Si un acteur dépasse son budget carbone, il peut faire des actions de préservation, c'est-à-dire essayer de faire du captage de carbone. Pour ne pas dépasser son budget carbone, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est des actions d'évitement. Et ça doit être cadré en comptabilité. Et la question de l'action d'évitement, le but, c'est que ça devienne une obligation, que ça soit systématisé, compté, et qu'on puisse auditer des solvabilités écologiques aussi bien que des solvabilités financières. C'est ça, hein, la finalité. Et donc très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une action, par exemple dans l'agriculture, d'agrivoltaïsme, c'est le fait de mettre des panneaux solaires au milieu des cultures, c'est quelque chose qui peut être généralisé si à un moment donné, il y a un certain nombre d'acteurs d'un territoire qui se disent « Ah voilà, je suis... En fait, la comptabilité CARE marche en chaîne de valeur. Si j'achète, je suis un distributeur ou un transformateur de produits alimentaires. Pour éviter de faire apparaître des redevabilités écologiques chez mes fournisseurs, dont je serai redevable, je dois les aider à baisser leur consommation, etc. Donc il y a toute cette logique qui peut amener à faire financer, par exemple, de l'agrivoltaïsme par les clients de toute la chaîne agroalimentaire. Et ça, c'est quelque chose qui peut être structuré au niveau des branches, au niveau des secteurs. Et il y a une autre logique aussi, c'est-à-dire que quand on a beaucoup de consommation, beaucoup trop de consommation d'énergie, etc., toute cette logique de redevabilité peut favoriser la biomasse, et qui dit favoriser la biomasse peut dire favoriser l'agroforesterie, considérée comme une action d'évitement pour certains acteurs qui consommeraient trop d'électricité ou qui consommeraient trop d'électricité carbonée. Mais en gros, toute cette idée-là, c'est que si on instaure une même responsabilité et qui peut être regardée, qui peut être auditée au niveau des comptes des entreprises, mais surtout qu'on peut prévoir au niveau des entreprises les budgets annuels d'investissement pour exercer leurs responsabilités, ça donne une lisibilité à tous les acteurs de la préservation. Et étant donné qu'il y a énormément d'actions de préservation
qui sont liées à l'énergie, mais aussi au paysage, ça donne aux paysagistes et aux énergéticiens une nouvelle casquette et une nouvelle façon de faire valoir leur rôle sociétal et économique, qui est d'être des acteurs de la préservation. Donc je dirais que mettre en place ce tissu d'information et de redevabilité permet de systématiser et de faciliter les actions. Enfin, il n'y aurait plus nécessairement à prouver au cas par cas la légitimité de mettre en place des actions dans un territoire, et ça serait simplement permettre à d'autres acteurs de gérer leurs responsabilités environnementales. Voilà. Merci Clément, je crois que c'est très clair. La réflexion permet aussi d'aller jusqu'au point où, si on changeait véritablement le cadre comptable, on engagerait beaucoup plus facilement les transitions, en fait. Parce que du coup, il y aurait une contrainte et une obligation de ce type. Quand même, aujourd'hui, là, dans cette discussion, cette table ronde, on tourne autour d'une notion qui est le partage de la valeur, et on ne l'a pas encore énoncée. D'un côté comme de l'autre, je crois que les réactions que vous avez eues par rapport aux questions qui ont été posées, etc., montrent que aujourd'hui, ce partage de la valeur, il ne veut pas être évoqué. Est-ce que c'est une posture consciente? Est-ce que c'est inconscient? Est-ce que c'est voulu? Voilà, j'aurais voulu avoir votre éclairage là-dessus. Parce que quand on parle de création de valeur, on parle obligatoirement quelque part, la redevabilité, c'est quand même quelque part cette question de partage de valeur, et j'aimerais bien qu'on puisse l'aborder sereinement. Merci. Alors, rapidement, après je vous laisse répondre, mais la question du partage de la valeur, elle est intrinsèquement dans le modèle de comptabilité écologique CARE. C'est-à-dire que ce que j'ai dit tout à l'heure, sans nommer ça partage de la valeur, ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait redistribution de la valeur financière une fois que les coûts de préservation écologique et sociaux ont été budgétés. Et que pas seulement budgétés, c'est-à-dire une fois que les actions ont été réalisées. Ça veut dire qu'on pourrait parler de profit équitable. Il peut y avoir un profit, mais sur une base d'actions réalisées, et réalisées sur une autre base. C'est-à-dire que vous parliez à l'instant, tout à l'heure, de la question d'une approche, d'une modélisation, d'une approche photomontage, etc. Et du fait que les acteurs locaux doivent être impliqués dès le départ. La comptabilité écologique, c'est pas quelque chose qui se calque et sur une organisation comme ça. C'est la réalité de cette organisation. Mais juste une dernière chose, c'est vraiment des parties prenantes qui définissent ce qui a du sens, et en considérant le paysage. Et quand on dit partage de la valeur, c'est un partage territorial, c'est-à-dire qu'un acteur qui met en place sa redevabilité socio-environnementale, ça veut dire quoi? Non seulement il ne redistribue pas toute sa valeur créée lors d'une vente, mais à ses apporteurs de capitaux financiers, mais il finance des actions de préservation locale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du travail local tourné vers la santé humaine et tourné vers l'environnement. Donc il y a réellement un partage de la valeur intrinsèque et local. Pour compléter directement ce que vous venez de dire, c'est d'un point de vue purement économique, le partage de la valeur, c'est une des clés pour le développement des énergies renouvelables dans les années à venir. Et les freins, ils ne sont pas de notre côté, ils sont du côté de la loi, qui nous empêchent de faire un certain nombre de choses. On a proposé des choses, nous, si vous regardez les propositions faites par France Renouvelable au fil des ans, pour que les riverains puissent avoir davantage
de retombées directes d'un parc éolien à proximité. Aujourd'hui, c'est la loi qui ne le permet pas forcément en termes de retombées financières. Il y a déjà des retombées fiscales fortes pour les communes, et je pense que Jacques Pallas pourra en dire un mot. Il y a les retombées que vient d'évoquer Clément de façon directe et indirecte lors de la mise en place de tout un tas de mesures d'accompagnement. Mais c'est essentiel que ça se développe encore à l'avenir pour qu'on ait des énergies renouvelables qui, pour le coup, même si elles ne sont pas à échelle humaine, comme on l'a pu évoquer avant, que ce soit à échelle locale, dans le sens où les retombées, elles bénéficient aussi principalement à ceux qui ont, entre guillemets, permis de développer ce parc-là. Que ce soit un parc solaire, que ce soit un parc éolien. Et il y a beaucoup de choses à imaginer de ce côté-là. Alors, je pense que c'est plutôt un de mes collègues qui pourrait s'en charger, qui n'est pas là aujourd'hui, mais en tout cas, les idées du côté développeur, elles fusent et ça va se développer au fil des années. Et d'autant plus que le contexte est tendu et donc forcément, on a besoin de ce partage de la valeur pour que les énergies renouvelables puissent prendre leur dimension locale pleinement. Merci. Je crois qu'il y avait encore une question, madame. Je suis toujours étonnée d'entendre que l'autonomie énergétique, le jardin, etc., c'est un peu les utopies. Bon, moi, ce qui me rassure, c'est que les utopies d'hier sont devenues des réalités, donc on va sûrement y arriver. Enfin, tu vois, au niveau de la gestion de l'eau, il y a eu des tas de choses qui ont été... Alors peut-être que... Mais je pense que si on retrouve le local au niveau de l'électricité, etc., d'un village, d'une petite ville ou d'une entreprise, et que il y a des mouvements, par exemple, citoyens où ils équipent des panneaux solaires. On sort un peu de l'énergie qui vient de l'extérieur et on peut se vendre l'énergie et créer l'énergie. Il y a des choses à faire à ce niveau-là. Je pense que c'est dommage de dire que ça ne serait pas possible, ce mix-là, repris par les citoyens ou repris par les entreprises. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre que vous disiez. Excusez-moi. Je pense que, imaginons Paris, imaginons la Seine-Saint-Denis, imaginons le Val-de-Marne, imaginons ces zones extrêmement denses en habitants, chacun ne va pas avoir son potager, son panneau solaire, son éolienne. C'est simplement ça que je veux dire. Évidemment, c'est des réalités qu'on peut retrouver localement, mais ce ne sera pas quelque chose de majoritaire. Simplement parce qu'il y a des limitations. Et je ne suis même pas certain que le fait qu'on ait 66 millions, je crois, en France, s'il y a 66 millions de potagers individuels, 66 millions de son éolienne domestique, 66 millions de panneaux sur la maison individuelle qui va avec, c'est pas non plus forcément souhaitable d'un point de vue écologique en termes. Non mais on va rester zen déjà. Simplement, en termes de déplacement, en termes de réseau d'eau usée, il y a plutôt plein de questions qui font que l'habitat concentré, et ça c'est des études qui le montrent, des habitats concentrés sont plus intéressants d'un point de vue environnemental. Ça permet de conserver aussi des grandes zones à côté. Land sharing, land sparing, c'est des notions qui ont été étudiées à la fois pour les espèces au niveau animal et végétal, et aussi pour les modes de vie humains. Je ne dis pas que c'est impossible, je ne dis pas que ce n'est pas souhaitable, je ne dis pas qu'il faut faire une croix dessus, je dis simplement que ce n'est pas ce qui sera majoritaire. Dans la façon dont sont construites les politiques publiques aujourd'hui, on ne va pas vers ça, on ne va pas vers une généralisation, et c'est tant mieux, de la maison individuelle. On ne va pas vers une généralisation des éoliennes domestiques, qui est un marché qui aujourd'hui est quasiment inexistant. Donc voilà, c'est simplement ça. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'avoir cette autonomie-là. Je dis simplement qu'aujourd'hui, ce n'est pas la direction qui est prise. Et il faudrait étudier chacun des compartiments sur le volet environnemental pour voir si c'est réellement souhaitable. Mais aujourd'hui, on est en train de mettre en place de plus en plus de la mutualisation au niveau de la concertation sur des projets paysages, etc. Donc, ce qui nous manque, en fait, c'est ce que j'ai cru comprendre que monsieur disait, c'est la mutualisation, c'est-à-dire de communiquer tous ensemble, parce que sur... Mais c'est pas l'autonomie. Hein, mutualisation, c'est pas autonomie. oui, mais ça peut conduire à une forme d'autonomie d'un périmètre. Par exemple, vous disiez, on n'aura pas chacun notre potager. Certes, on n'aura pas notre potager chacun, mais on a des jardins partagés, on a des tours qui s'équipent, des immeubles qui s'équipent de panneaux solaires ou de jardins. On arrive à inventer des choses. D'ailleurs, il y a des tours entières qui sont que de l'agriculture. Pas intensif, parce que ça existe aussi. Mais, et du coup, je pense que c'est bien de laisser une porte ouverte à cet aspect qui semble utopique aujourd'hui, mais
pourquoi pas réalisable demain. Excusez-moi.